Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis Thibaut Villette, le directeur de la MMPCR, donc Puissance Invitante, qui est un duo avec Paris, et moi je suis le directeur pour la Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc je remercie tous les collègues de la mission qui ont organisé cet événement, cette conférence. Bien sûr les archives qui nous accueillent aujourd'hui, avec la directrice qui s'excuse et Caroline Andréani qui dira juste un petit mot de présentation et de bienvenue juste après moi. Donc le thème, vous le connaissez, c'est autour des sources d'information des jeunes sur la sexualité. Donc la mission travaille pas mal sur l'éducation à la vie sexuelle et affective, compétences psychosociales, et on trouvait que c'était bien de présenter cette étude de Yael Amsalem-Mangui, voilà, qui est tout à mon droite, qui va vous la présenter. Puis il y aura aussi un temps d'échange. C'est Aurélie de Simard qui anime la rencontre, voilà, qui est chef de projet, qui est chargé de ce sujet entre autres, mais aussi de la question des produits et de leur dépendance. Voilà. Je pense que j'ai fait le petit tour d'horizon d'intro. Je vais laisser la parole à Caroline Andréani, qui est chef du service des publics, mais pas que, et de la valorisation, voilà, qui va vous présenter ce lieu d'archives, mais aussi qui a des expositions, la mobilisation sur des conférences qui peuvent complètement vous intéresser. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Donc bonjour, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui. Donc les archives départementales, nous sommes une direction du département et nous avons vocation à conserver toutes les archives produites par l'administration, donc que ce soit l'administration du département, les services déconcentrés de l'État et la préfecture. En parallèle, nous avons donc des archives privées. Là, il n'y a pas d'obligation légale, c'est-à-dire que les archives départementales de chaque département font des choix. Nous avons un choix qui est lié en fait à l'histoire du département, c'est-à-dire que nous conservons les archives privées qui concernent le mouvement ouvrier, qui concernent l'histoire de l'immigration, l'histoire du département bien évidemment, et l'histoire du féminisme. Et nous avons notamment ce que nous appelons des archives historiques, qui sont les archives du Parti communiste français. Ce qui fait que nous avons donc vraiment une spécificité par rapport à d'autres services d'archives départementales. Nous conservons ici plus de 40 km linéaires d'archives, dont 27 km linéaires sont conservés ici. C'est-à-dire qu'en fait, les 3 tours que vous voyez quand vous arrivez, ce sont des tours qui sont remplies d'archives, essentiellement 80% des archives donc administratives. Nous avons donc toute une mission de valorisation de nos fonds d'archives. Et donc, comme le disait Thibaut, nous faisons régulièrement des conférences. Et à partir de la rentrée septembre 2026, nous aurons notamment des conférences en histoire locale, ce qu'on avait un petit peu abandonné compte tenu de la richesse de nos fonds, qui sont des fonds de niveau national. Et notamment, on fera des conférences sur l'histoire des établissements de santé en Seine-Saint-Denis, parce qu'on a des établissements de santé remarquables, Ville-Évrard, Maison Blanche, l'hôpital Avicenne, etc. Donc je pense que ce sont des thématiques qui peuvent vous intéresser. Sachez que toute personne a accès aux archives et que donc vous pouvez vous inscrire chez nous si vous voulez consulter des documents d'archives uniquement avec une carte d'identité. Et comme nous conservons les archives du département, nous conservons aussi ce qui concerne les directions qui ont travaillé sur la prévention. Il y a beaucoup de choses, par exemple, sur la prévention par rapport à la toxicomanie et toutes les politiques publiques de santé du département. Voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, c'est accessible. Je vous souhaite une bonne session de travail. Merci à tous les deux. Alors, avant de laisser la parole à Yael, je voulais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais intervenante à l'espace Tête à Tête, qui est l'espace de prévention conçu pour les jeunes de 13 à 25 ans du département, qui se situe dans le centre commercial Rony 2, une jeune fille
dans mon souvenir, elle avait une quinzaine d'années, vient me dire « Madame, attention les oreilles sensibles, pas bien, est-ce qu'on doit le faire par les 3 trous ?» Donc évidemment, j'ai dit « Oh là là !» S'en était suivi une discussion autour du consentement, des pratiques sexuelles, etc. et des sources aussi. Et après son départ, je me suis souvent posé la question après, de la place de la pornographie dans l'éducation à la sexualité. Et très souvent, je dois bien vous l'avouer, j'étais là, beaucoup trop, beaucoup trop. Alors si vous pensiez comme moi que la pornographie était la première source d'information des jeunes sur la sexualité, comme pourrait le suggérer cette anecdote, cette vraie anecdote, je tiens à le préciser, c'est une vraie anecdote, elle est bien loin d'être la seule. Et surtout, elle n'est pas du tout en tête de peloton. Parce que malgré l'accès à l'information et à la désinformation, cette jeune fille était venue me poser la question à moi, une personne de confiance. Mais je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas trop spoiler l'intervention de Yael Amsalem-Mingui, sociologue à l'INJEP, qui va venir, je vais peut-être le dire quand même, venir nous dévoiler des éléments de l'enquête Envie sur une étude plus globale sur la vie affective des jeunes, co-dirigée par Linette Deslignes. Parfait. Merci. Alors merci beaucoup à toutes et à tous et merci pour votre invitation à présenter un peu les résultats d'une grande enquête et de plusieurs enquêtes qu'on a fait sur la sexualité des jeunes. Alors juste pour vous dire un peu d'où je parle, moi je suis donc sociologue, je suis chargée de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui est un institut public qui travaille sur les questions de jeunesse, sur la vie associative, sur l'éducation populaire et sur le sport ou les pratiques sportives. On est pour l'instant situé à Paris dans le 13e. Comme beaucoup d'institutions publiques, nous sommes amenés à déménager. Et donc à partir de normalement 2027, nous serons à Gentilly. Avec un centre de documentation spécialisé sur la jeunesse, l'éducation populaire qui est déjà ouvert à tout le monde avec des espaces de travail. Donc voilà. Juste pour vous dire que sur le site de l'INJEP, il y a tout un tas de ressources sur l'état de la jeunesse, sur les chiffres clés de la jeunesse, sur les conditions de vie des jeunes et tout ça, qui peuvent aussi être des ressources pour vous, qui sont accessibles en ligne, que vous pouvez télécharger. Et alors voilà, il y a des rapports qui font 150 pages, des 4 pages, il y a des versions courtes, des versions longues, des versions vidéo, de tous nos travaux. Et puis il y a une newsletter du centre de documentation qui permet de faire une veille sur l'actualité des travaux qui sont faits sur la jeunesse, pas forcément produits par l'INJEP, mais capitalisés par l'INJEP parce que c'est aussi un espace de capitalisation. Je pense que c'est intéressant dans vos pratiques professionnelles, puisque si vous êtes là, il y a au moins un intérêt pour les questions de jeunesse qui nous rassemble et qui nous rejoint. Alors, juste avant de dire vraiment ce qu'il en est, on a des éléments de contexte vraiment très précieux aujourd'hui. On ne parle pas dans n'importe quel contexte. Voilà. On a un programme d'éducation à la vie affective, à la vie relationnelle et à la sexualité qui est sorti au bulletin officiel et qui s'applique depuis le mois de septembre 2025 pour l'éducation nationale et qui s'étend de la petite section de maternelle jusqu'aux dernières années du lycée général, technologique et professionnel. Donc ça fait un cadre qui a beaucoup changé et qui va changer les choses d'ici les prochaines années. Et puis, depuis 2 jours, il y a la nouvelle brochure Questions d'ados de Santé publique France qui a été mise en ligne, que vous pouvez demander en version papier. Je ne travaille pas pour Santé publique France, mais je pense que c'est intéressant et important que vous sachiez qu'il y a une nouvelle version qui vient d'être sortie et la version 15-18 sortira en 2026, au premier semestre, je crois. Donc voilà, donc ça c'est les éléments de contexte. L'élément de contexte en plus, et dont on pourra discuter peut-être dans la partie plus discussion, c'est que j'ai fait partie aussi du comité des programmes, enfin du Conseil supérieur des programmes, pour participer à écrire le projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc voilà un tout petit peu d'où je parle de ma double casquette aujourd'hui. Mais c'est surtout en tant que sociologue dont je vais vous parler. Alors, avec une collègue de Santé publique France, on a mené pas mal de travaux avec les jeunes et notamment pour savoir un peu, enfin voilà, pour leur présenter les résultats de la recherche, des recherches en sciences sociales, des recherches en épidémiologie sur la sexualité des jeunes, c'est-à-dire comment on leur propose aussi d'accéder aux données qui les concernent. Et on avait fait un petit QCM et donc j'avais dit à Aurélie, je mettrais bien un extrait du QCM pour vous montrer un peu. Voilà. C'est un QCM qui marche assez bien, il est perfectible forcément, c'était dans le cadre d'un projet spécifique, donc voilà, je vous montre un peu quelques questions, mais avec des moments où on leur dit, et maintenant vous allez pouvoir aller chercher avec votre téléphone portable, ce qui permet après de savoir
qui va chercher où de l'information, qui passe par quoi et pourquoi ils tombent pas tous sur les mêmes types d'informations en premier lieu. Et là, ça fait un débat dans toute la classe. Quelque part, on pourrait s'arrêter là et se dire, OK, on y passe 2 heures. Voilà. Donc, je vous propose quelques petites questions. Il y a des fois les réponses. Voilà. Donc, typiquement, dans le quiz qu'on avait fait avec des jeunes de terminale, on commençait assez rapidement par est-ce que parler avec de sexualité avec ses parents, c'est gênant ou c'est facile? Autant vous dire qu'il n'y a pas de réponse. Ça dépend. Et là, ils sont tous soulagés. Et ça commence déjà le débat entre eux et avec nous. Et pourquoi il n'y a pas la suite? Si. Bah alors. Bon, on va faire ça comme ça. Ensuite, on a une question. Pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. On a une question sur la loi qui autorise les femmes en France à porter des pantalons. Et donc, on a mis plusieurs dates sur les droits des femmes. Et donc, à chaque fois, ils sont scotchés parce que c'est 2013. On leur pose des questions sur l'avortement et l'accès à l'avortement. Et donc, typiquement, sur cette question-là, on les laisse chercher sur leur téléphone portable. Et donc là, on va voir qui tombe sur ivg.net, qui tombe sur ivg.gouv.fr, qui tombe sur un site type le planning familial, qui tombe, et on fait un débat sur comment on trouve les sources, qui a raison, qui a tort, quelles sont les sources, comment on peut croiser les informations, et que c'est à partir de 3 informations croisées qu'on commence à tomber sur un contenu qui est à peu près fiable. Donc voilà, c'est aussi une manière de pouvoir placer que quand c'est .gouv.fr, c'est pas pareil que quand c'est .net, et ainsi de suite, mais à travers un quiz et sans dire on vous fait une leçon sur les usages numériques, par exemple. On avait mis une carte du monde, tout ça. Bon, bref, après, voilà. On leur pose des questions comme ça qui leur font tout bizarre à un seul moment, parce que quand on parle de questions très loi et tout ça, ça leur va. Quand on leur pose la question des garçons, à quel âge ils ont leurs premières éjaculations, c'est une question qu'on pose jamais et sur laquelle ils ont très peu d'informations. Et donc, ils sont bien normaux parce qu'ils ont l'habitude de devoir cocher une case. Et on ne leur précise pas forcément que c'est une ou plusieurs cases. Et donc, on les laisse un peu tous et toutes se dépatouiller avec la question. Et donc, quand on met que c'est entre 10 et 15 ans, on voit que le groupe s'est soulagé et que ça va vachement mieux et qu'on peut en parler. C'est une manière aussi après d'approcher les questions sur la publicité qui concerne les filles et qui ne concerne pas les garçons, sur la puberté avec les menstruations, qui n'a d'existence que pour les filles, donc on provoque un peu les garçons. Enfin, la dernière fois, c'est ce qu'on avait fait. On avait dit aux garçons, mais est-ce que finalement, si on avait des publicités avec du sperme bleu à la place du sang bleu pour les filles, pour expliquer ce que sont les éjaculations nocturnes, est-ce que ça ne serait pas aussi un vecteur d'information? Parce que les filles, elles apprennent aussi la menstruation, parce qu'il y a des pubs sur les protections hygiéniques. Et donc là, ils étaient là, bah ouais, c'est vrai. Et donc là, il y a eu un débat sur c'est quoi les éjaculations nocturnes et pourquoi c'est gênant. Et comment on fait pour gérer et tout ça. Cette question-là, c'est une question de maths, autant vous dire qu'il faut les laisser un peu calculer. Voilà, alors ils sont là, combien de jours ça dure, ils essaient de multiplier par les jours, combien de temps on vit. Bon, après, souvent, ils ratent à partir de comment ça commence et quand ça se termine. Mais voilà, mais ça donne lieu à pas mal de discussions et c'est assez chouette. Donc du coup, voilà. Et puis pareil, on les laisse chercher des informations sur leur téléphone. C'est-à-dire que c'est des moments où on n'interdit pas le téléphone. On a quelques questions sur la contraception d'urgence. Autant vous dire que moi je suis par ailleurs enseignante à l'université. La semaine dernière je faisais un cours sur la sociologie de la contraception et j'ai posé des questions d'un coup aux étudiants et aux étudiantes en disant mais jusqu'à combien de temps on peut prendre la contraception d'urgence? Ils sont 37 en master. Et ben il n'y en a aucun qui avait la bonne réponse. Donc on a encore des marges de progression en termes de prévention. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit de la sociologie à la prévention on va faire en 1 seconde jusqu'à 5 jours et c'est plus efficace. Plus on l'apprend tôt, plus c'est efficace. Donc voilà. Donc après, voilà, on travaille un peu sur toutes les... Voilà, là, on avait un truc spécial pour la Colombie, mais voilà, ça vous donne un peu aussi une manière de pouvoir approcher toutes ces questions-là. Et est-ce qu'on peut être un homme et féministe? Alors ça prend des heures de débat. Voilà. Mais en même temps, c'est hyper intéressant dans le cadre des travaux. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur 3 enquêtes de sociologie qui portent sur la sexualité et qui portent notamment sur la sexualité des jeunes. L'enquête Envie, qui est une enquête sur l'entrée dans la vie relationnelle, affective et sexuelle des jeunes âgés de 18 à 29 ans, qui a été pilotée par Marie Bergström et qui a été menée par l'INED. On est une quinzaine de chercheuses et de chercheurs dans l'équipe de conception et d'exploitation. L'ouvrage a été publié en mars 2025, donc en mars de cette année. Il est volumineux, il peut faire peur au poids et au volume, mais tous les articles sont assez courts et on a
énormément travaillé pour faire des articles très accessibles. Et c'était vraiment notre objectif de départ, c'était de se dire que chacune pouvait aussi attraper les articles par des thèmes. C'est pas un roman, c'est pas grave si on n'a pas lu le premier chapitre et qu'on tombe sur le deuxième. Donc voilà. Cette enquête, elle porte sur un peu plus de 10 000 jeunes. C'est une enquête représentative de la population qui vit en France, âgée de 18 à 29 ans, dans la France hexagonale. C'est une enquête scientifique et donc ce n'est pas un sondage, comme il y a eu encore un sondage qui est sorti il y a quelques jours et qui concerne les jeunes par l'IFOP par exemple. C'est pas, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'était de documenter un peu plus de 20 ans, enfin un peu moins de 20 ans après, où on en était des connaissances sur la sexualité des jeunes aujourd'hui. En parallèle de cette enquête, donc cette enquête elle a été menée en 2023, on l'a un tout petit peu décalée à cause du Covid, comme on a pas mal de questions qui portent sur les 12 derniers mois. Autant vous dire que quand on tombe sur les 12 derniers mois pendant le Covid, c'est pas du tout représentatif des pratiques des personnes. Donc il fallait pas qu'on ait l'année 2020 ni 2021, puisqu'il y a eu encore des confinements en 2021 qui ont touché les jeunes et les jeunes scolarisés. On a passé l'enquête en 2023 pour être sûr qu'on pouvait parler de 2022, qui était une année de référence aussi. Et après, on a plein des questions sur au cours de la vie. Je m'appuierai aussi sur les données de l'enquête contexte de la sexualité en France, qui, elle, est une enquête représentative, pareil, de la population qui vit en France, âgée de 18 à 89 ans. Les résultats seront disponibles à partir de 2026, à l'automne 2026. On est en fin d'exploitation des données pour l'ouvrage de 2026. Mais par contre, il y a des premiers résultats qui sont sortis il y a une petite année. Donc du coup, voilà. Cette enquête contexte de la sexualité en France, pour celles et ceux qui font de la prévention et qui sont plutôt dans le côté santé sexuelle plutôt que comportement, on va dire, d'information et tout ça, il y a davantage de questions sur la santé sexuelle dans le contexte de la sexualité en France. Il y a les données sur les IST qu'il n'y a pas forcément en vie aussi finement. Il y avait des questions d'autodépistage. Il y avait tout un tas de questions sur la santé sexuelle qu'il n'y a pas dans Envie, les deux enquêtes étant complémentaires. On n'a pas assez de force et puis ça ne serait pas pertinent de faire des enquêtes qui viendraient se répéter. On a des questions en commun pour contrôler aussi nos questions. Et puis enfin, je vais m'appuyer aussi sur les données d'une enquête qu'on avait menée avec Arthur Vuattou en 2018. Donc celle-là, elle date un peu, qui s'appelait l'enquête sur les jeunes, la sexualité et Internet, qu'on avait appelée Sexy, et qui avait pour objectif un peu de défricher ce qu'on pouvait comprendre et ce qu'on pouvait savoir sur les usages sexuels d'Internet par les jeunes. Et avec Arthur, quand on a présenté cette recherche-là, donc on travaillait sur les jeunes, la sexualité Internet, quand on présentait l'enquête auprès des professionnels et des adultes, plus généralement, on nous répondait « Vous faites une enquête sur la pornographie », ce qui n'a jamais eu cet écho-là quand on interrogeait les jeunes. Quand on leur a présenté l'enquête en disant « On fait une enquête sur les jeunes, la sexualité Internet », ils disaient « Ah ouais, j'ai des trucs à dire ». Ou « Mais tout Internet », mais ils n'ont jamais circonscrit Internet à la pornographie, alors que tous les adultes ont toujours circonscrit Internet à la pornographie. Ce qui pour nous était déjà un premier résultat. Un biais d'âge, un biais de normes, un biais de représentation, un biais aussi de panique morale autour des comportements juvéniles. Donc voilà, je vais présenter un peu les cadres de la sexualité des jeunes et après j'arriverai rapidement aux sources d'information et à leurs sources d'information. Je présente les cadres parce que je pense que c'est important qu'on ait tous, en tout cas en tête, où on en est des formes d'entrée dans la sexualité des jeunes. Alors, tout d'abord, voilà le graphique le plus accessible possible sur l'âge au premier baiser et l'âge au premier rapport sexuel non forcé pour les jeunes. Dans ce graphique-là, vous pouvez observer, d'une part, qu'on n'est pas, contrairement aux idées reçues, vers une baisse ou un rajeunissement de l'âge au premier baiser ou au premier rapport sexuel, mais plutôt vers une tendance vers un report de l'âge au premier baiser et de l'âge au premier rapport sexuel. On est sur des âges médians, c'est-à-dire que c'est les âges auxquels la moitié d'une population a vécu l'événement. Et donc, tout simplement, on a à peu près 15% des hommes, on a 50% des hommes qui ont vécu l'événement d'avoir eu un premier baiser avec la langue à 15 ans. Donc ça veut dire qu'on a la moitié des jeunes hommes qui n'ont pas vécu cet événement à 15 ans. Ça concerne les femmes à 15,8 ans. L'âge médian, il est à 15,8 ans. Et pour les personnes non binaires, c'est un peu plus tard, à 16,3 ans. Donc ça vous donne quand même une idée, quand on est sur une classe de collège, on a une majorité de jeunes qui n'a pas encore embrassé quelqu'un avec la langue. Ce qui est important quand on a des discours sur la prévention, qu'on a des discours sur la jeunesse, d'avoir un peu ces idées en tête.
Du côté de l'âge à la première fois, au premier rapport sexuel, pour les hommes, on est à 17,6 ans, pour les femmes, on est à 17,8 ans, et pour les personnes non binaires, plutôt autour de 18 ans. C'est des données qui sont similaires à l'enquête CSF. Donc les deux enquêtes montrent la même évolution autour de l'âge médian de la première fois, et on voit bien dans les courbes une forme d'accélération après 15 ans, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça monte et ça concerne de plus en plus de monde. Malgré tout, ce qu'on observe également, c'est qu'à 18 ans, on a quand même toute une partie de la population qui n'a pas encore connu un premier rapport sexuel. Alors, dans les enquêtes statistiques, on ne définit pas ce que c'est un rapport sexuel. Je réponds tout de suite à la question, puisque comme ça, on aura d'autres questions à se poser. On ne définit pas ce que c'est, on laisse les gens définir eux-mêmes ce qu'ils entendent comme étant leur premier rapport sexuel. Malgré tout, ce qu'on observe, c'est que quand on les interroge après dans des entretiens spécifiques, après qu'ils aient répondu à des questionnaires, on voit bien que le premier rapport sexuel est le plus souvent un premier rapport sexuel pénétratif. Donc voilà. Ce qu'on observe enfin, c'est que le calendrier du premier rapport va varier en fonction du niveau de diplôme obtenu et en creux de la filière de formation suivie. Les hommes qui ont achevé leurs études avec un niveau de bac, enfin un niveau inférieur au bac, sont plus nombreux à avoir eu leur premier rapport avant 18 ans, donc ils sont 67%, que ceux qui ont eu un niveau bac, qui sont 63%, ou ceux qui ont eu un bac, un niveau supérieur au bac, qui eux sont 50% à avoir déjà eu leur premier rapport avant 18 ans. Et pour les femmes, les tendances sont à peu près similaires. Donc ça ne cache pas un effet de l'origine sociale, mais on voit que voilà, l'effet de la filière, de l'inscription et du calendrier d'entrée dans la vie adulte aussi, va avoir des effets sur la sexualité, et donc que la sexualité n'est pas isolée du reste des pratiques sociales des jeunes. Du côté du premier baiser, ça me semblait important juste de vous donner ce focus-là parce qu'il est précieux. On a interrogé aussi sur les circonstances du premier baiser et donc on a pu faire un focus sur les premiers baisers avec les personnes de même sexe. Et ce qu'on observe, c'est qu'à l'entrée au collège, les baisers entre filles, à un âge où le couple hétéro finalement n'est pas encore devenu une possibilité, ce ne serait pas forcément vécu comme étant présageant une future identification sexuelle, tandis que c'est le cas pour les garçons. Les filles peuvent expérimenter un premier baiser entre filles sans que ça présage de leur sexualité, ce qui n'est pas le cas pour les garçons. Et donc c'est pour ça que vous avez des écarts très forts entre 11 ans, entre les filles qui ont échangé un premier baiser avec une personne de même sexe à 11 ans ou avant. Vous avez un peu plus de 9% des filles qui sont dans cette situation-là, tandis que ça concerne moins de 1% des garçons. Et à l'inverse, 18 ans, ceux qui ont fait ça à 18 ans ou plus, on voit que ça inverse complètement les deux tendances. Donc voilà. Donc on va voir aussi que ça, en termes de normes de genre, en termes de construction et de projection dans la sexualité, le premier baiser reste intéressant à interroger ou à documenter. Ensuite, on les a interrogés sur leur regard porté autour du premier rapport sexuel, selon l'âge autour du premier rapport sexuel. Et vous voyez, pour aller très vite, je ne vais pas y passer 15 ans sur ce graphique-là, mais vous voyez deux tendances qui se dessinent. Du côté des femmes, on va voir que plus elles ont eu leur rapport tôt, plus elles vont décrire qu'elles auraient préféré que ça ait lieu plus tard, ou en tout cas, elles ne sont pas majoritaires à décrire que c'est... Enfin, même si elles sont majoritaires à décrire que c'était le bon moment, on va voir que ça augmente avec l'âge. Plus elles ont leur premier rapport tard, plus elles vont décrire que c'était le bon moment. Tandis que les courbes ne sont pas du tout dans le même sens pour les garçons, puisque quand ils ont un premier rapport tard, ils sont moins nombreux que ceux qui l'ont eu à 17 ans, c'est-à-dire l'âge un peu diffusé aussi médiatiquement autour de l'âge moyen médian au premier rapport. Donc voilà, et donc on va avoir une conformité autour des normes sociales, autour des attentes, avec aussi une construction de la masculinité qui va s'entendre sur l'âge au premier rapport et sur le fait que les garçons, ils sont légitimes pour avoir un premier rapport plus tôt, les filles, elles devraient toujours attendre davantage. Enfin, dans l'enquête Envie, ce qu'on observe, c'est que globalement, l'hétérosexualité perd du terrain. Donc on reste dans un contexte hétéronormatif, on reste dans un contexte hétérosexuel très majoritairement, mais malgré tout, on voit que chez les jeunes de 18 à 29 ans, les choses bougent réellement. Elles bougent réellement et elles bougent en particulier pour les femmes, puisque c'est elles qui vont être les plus nombreuses
par rapport au reste de la population, par rapport aux générations précédentes, à se décrire moins souvent qu'avant comme hétérosexuels. Et l'identification, pour nous, c'était un indicateur intéressant parce qu'il permet de saisir finalement l'importance donnée à la sexualité dans la construction de soi et la manière de se présenter aux autres. Et en fait, ça nous permettait aussi de prendre en compte le fait qu'on peut se définir hétérosexuel, bisexuel, pansexuel, homosexuel ou autrement, asexuel et tout ça, sans pour autant décrire les pratiques sexuelles qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pratiques sexuelles avec une personne de même sexe sans pour autant se définir pansexuel, bisexuel, homosexuel. Voilà. Donc voilà. Et ça permet aussi de ne pas enfermer les gens dans des catégories, mais plutôt d'avoir une appréhension des pratiques et des comportements, mais aussi d'autodéfinition des personnes. Ouais. 18-29 ans. C'est toujours la même enquête. Toutes les données que je vous présente là, c'est la même enquête, histoire de ne pas vous perdre. J'ai pris que les données de l'enquête en vie, donc c'est 18-29 ans, auprès de 10 000 personnes représentatives de la population, des personnes qui vivent en France hexagonale exclusivement. On n'a pas l'outre-mer dans cette enquête-là. Donc voilà. On voit que les choses, elles bougent aussi pour les hommes, mais de manière, on va dire, peut-être un peu moins flagrante que pour les femmes. Et on voit dans le même temps un essor des plurisexualités qui vont devenir... voilà. Et ça va être encore plus fort chez les 18-20 ans par rapport aux 25-29 ans, par exemple. Ces tendances-là, elles ont tendance à s'affirmer et à être surreprésentées par rapport aux autres tranches d'âge de la même enquête. Ensuite, on a, comme c'était une enquête qui permettait de prendre en compte les différentes dimensions relationnelles de la sexualité et pas de s'intéresser exclusivement aux pratiques sexuelles, on a interrogé les jeunes sur finalement c'est quoi les différents types de relations dans lesquelles ils ont eu tel ou tel partenaire. Et donc il y a eu toute la dimension conjugale, mon copain, mon conjoint, mon mari, enfin voilà, vous pouvez, ma conjointe, ma partenaire, voilà. Donc les relations conjugales. Après de l'autre côté, on avait les plans cul qui ont pu, voilà, les histoires d'un soir. Et puis après, il y avait toutes les relations suivies. Et donc, on a essayé de comprendre c'était quoi ces fameuses relations suivies qui concernaient les jeunes et comment elles étaient nommées. Donc, exceptionnellement, dans une enquête statistique, on a autorisé les gens à avoir finalement la liberté de nous répondre et de ne pas proposer des réponses. Voilà. Donc, c'était une question ouverte, ce qui demande quand même beaucoup de retraitement derrière. Et pour les relations suivies, on a eu plus de 300 expressions différentes qui sont ressorties pour décrire c'était quoi finalement ces fameuses relations qui sont ni des histoires d'un soir, ni des histoires de couple, mais qui permettent d'appréhender finalement tout le continuum de formes de relations qu'on peut avoir quand on est jeune dans la sexualité. Et dans ce continuum, par exemple, dans ces relations qui ne sont donc ni des histoires d'un soir, ni des relations suivies, on en a qui sont plutôt du registre amical, donc avec les sex friends qui sont, on va dire, l'expression la majoritaire, mais aussi on a amis avec un plus, on a aussi les amitiés intimes, on a les amitiés améliorées, on a les copains de lit, on a les amis mours. Tout ça, ça permet aussi de mieux comprendre après quand on voit des jeunes de quoi ils nous parlent, comment ça parle. On a des expressions qui sont plus du côté du registre sexuel, avec les amants ou les amantes, les relations extra-conjugales, les arrangements. On a les personnes avec qui il ne s'est rien passé ou les autres types de relations avec des tentations. Mais on a aussi la dimension autour des plans cul, du flirt, des aventures, du registre conjugal avec les ex, les pré-couples, les débuts de relations, les dates, le registre plus relationnel avec des relations pansement, des relations libres, les plans cœur et tout ça. Et autour de ça, ça nous permettait de voir comment finalement la carte relationnelle dans la sexualité des jeunes, elle est dynamique, mais aussi elle s'est élargie ces dernières années. Puisque jusque-là, on savait très peu de choses sur les relations non conjugales. Ce qui nous permettait aussi de voir que, mais ça, voilà, c'était une hypothèse qui s'est confirmée, mais que derrière les histoires d'un soir, ça ne voulait pas dire que tout se joue en 24 heures, que le rapport était forcément unique et expéditif, et que ce scénario n'épuise pas non plus toutes les expériences et que les relations ne sont pas forcément binaires entre histoire d'un soir ou couple, mais qu'il y avait forcément toute une étendue d'un pôle extrême à un autre, toute une étendue de types de relations investis temporellement, émotionnellement, matériellement de manière différente. Donc voilà. Donc ça, c'était pour continuer.
Enfin, et pour commencer à aller sur le numérique, et vous allez me voir arriver sans trop de discrétion, on leur a posé la question de la rencontre de leur premier ou première partenaire. Et contrairement aux idées reçues, c'est pas par les applications de rencontre que les jeunes de 18 à 29 ans se rencontrent par rapport au reste de la population. C'est-à-dire que plus on est jeune, moins on utilise les applications de rencontre. Plus on est vieux, plus on a tendance à regarder les applications de rencontre. Donc les applications de rencontre, c'est pas du côté des jeunes qu'elles font, on va dire, le plus de clics. Et voilà, c'est assez classiquement du côté des études que les jeunes rencontrent leur premier rapport. Que ce soit voilà, ça va être pareil pour les personnes avec qui elles sont en couple et ça va être pareil pour les relations avec qui elles auraient envisagé quelque chose. À l'inverse, ce qu'on va voir, c'est que du côté des applications de rencontre, en fait, on rencontre les histoires d'un soir, les plans cul, par des applications de rencontre. Mais c'est pas par là qu'on a rencontré les partenaires avec lesquels on va rester en couple. C'est pas du tout les mêmes chiffres chez les adultes, chez les plus de 29 ans, par exemple. Mais c'est pas non plus, on n'a pas les données pour les moins de 18 ans, mais quand on fait des entretiens auprès des moins de 18 ans, on observe bien qu'ils sont pas dans des applications de rencontre. Ils vont se rencontrer, on va dire, par une personne interposée ou directement. Après, ils vont continuer à discuter sur des réseaux sociaux. Après, ils vont discuter via typiquement des boucles, enfin voilà, des discussions WhatsApp ou équivalents. Et puis ensuite, ils vont éventuellement conclure quelque chose. Mais on le voit à tel point que tous ceux ou toutes celles qui se sont expérimentés à développer des applications de rencontre en direction des adolescentes et des adolescents, bah, ils se sont arrêtés parce que ça marche pas en fait. C'est pas économiquement, c'est pas là où ça se passe. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, ça permet de relativiser cette espèce d'impression que tout se passerait en ligne, puisque ce qu'on voit surtout, et qu'on voyait déjà dans l'enquête qu'on a faite avec Arthur, et qu'on voit encore dans l'enquête en vie, c'est qu'il y a un continuum. Pendant l'adolescence et au moment de l'entrée dans la vie adulte, il y a un continuum entre ce qui se passe en ligne et hors ligne. Il n'y a pas d'opposition entre le réel et le virtuel, hein. Ça, c'est vraiment des mots, à mon avis, qui ont plus de sens, en tout cas, quand on interroge les jeunes. Les deux sont réels, mais il y a du en ligne et du hors ligne, avec vraiment une continuité des gens qu'on va fréquenter, une continuité des gens qu'on va pas fréquenter, une continuité des gens qu'on va éventuellement harceler aussi en ligne et hors ligne. Et puis pour terminer, puisqu'on arrive bientôt au 25 novembre et que ça me semblait important de vous donner quand même quelques pistes sur les violences, en 2006, on avait 23% des femmes de 18 à 29 ans qui déclaraient qu'on les avait forcées ou qu'on avait essayé de les forcer à faire ou à subir des attouchements ou des pratiques sexuelles une ou plusieurs fois au cours de leur vie. Donc on était à 23%. C'est donc tout en haut du graphique, c'est 2006. En 2023, on a 43% des femmes du même âge qui déclarent que quelqu'un les a déjà forcées ou essayé de les forcer à subir ou à faire des pratiques sexuelles. Cette augmentation, elle est également lisible chez les hommes, chez qui le nombre de victimes a presque été multiplié par 3, puisqu'ils étaient 5% en 2006 et ils sont 14% en 2023 dans l'enquête en vie. Cet état de fait, il montre deux choses. Il montre une augmentation des déclarations de violence, il montre une augmentation des expositions aussi à la violence. Et puis enfin, là je ne l'ai pas mis dans le graphique, mais il montre aussi, les données, elles nous montrent que les jeunes qui sont dans des minorités sexuelles sont particulièrement exposés aux violences sexuelles, qu'elles soient uniques ou qu'elles soient répétées. Ça concerne d'abord les femmes pansexuelles, puis les femmes bisexuelles, puis les femmes lesbiennes, par rapport aux femmes hétérosexuelles. Et puis du côté des hommes, ça concerne d'abord les hommes gays, puis les hommes pansexuels, puis les hommes bisexuels, puis loin derrière les hommes hétérosexuels. Mais on voit bien que, en tout cas, la situation de minorité sexuelle ou de minorité de genre est une forme d'exposition très forte aux situations de violence sexuelle. Donc voilà. Alors pour aller maintenant plus dans le thème qui m'avait été commandé, dans la poursuite de l'enquête sur les usages sexuels d'Internet, on s'est intéressé dans l'enquête en vie à poser des questions sur les sources d'informations sur la sexualité des jeunes de 18 à 29 ans. Alors le premier résultat, c'est que contrairement aux idées reçues, ce n'est donc pas par la pornographie. Je suis désolée pour toi. Et pour toute l'industrie pornographique, ce n'est pas par eux. Ils ne servent pas de source unique et de première source d'information sur la sexualité. C'est d'abord auprès de leurs partenaires que les jeunes s'informent sur la sexualité. Que ce soit des filles ou des garçons, c'est vraiment les partenaires qui jouent ce rôle. C'est avec les partenaires qu'on va poser des questions, qu'on va considérer qu'on a appris des choses sur la sexualité.
Viennent ensuite les amis filles et les amis garçons. Et donc, avec Delphine, quand on a travaillé sur ces données-là, on a dissocié les amis filles et les amis garçons, puisque vous allez voir, on a un biais de genre extrêmement puissant sur les sources d'informations sur la sexualité, puisqu'on va revoir arriver d'abord les amis filles, puis ensuite les mères, puis ensuite les sœurs, quand on va regarder à chaque fois les types de relations. Et donc, il y a quand même un effet genré de la prise en charge de l'information sur la sexualité, mais aussi des personnes ressources en matière de sexualité. C'est pas pour rien que dans la salle aussi, il y a une majorité de femmes qui s'intéressent à ces questions-là. Et donc, on participe collectivement à produire, mais aussi à reproduire ces biais de genre comme étant nous sommes détentrices des informations et nous sommes détentrices aussi, nous sommes des personnes ressources sur la sexualité. Donc il y a encore du progrès à pouvoir faire de l'autre côté. Donc on va voir que c'est finalement d'abord dans le groupe de pairs, PAIRS, les pairs, eux, ils sont vraiment très très loin dans le graphique, mais les pairs PAIRS, puisqu'on a les partenaires, les amis filles, puis les amis garçons, avec une différence pour les garçons et pour les filles. Les filles vont plus encore vers les filles, les garçons vont aussi plus vers leurs copines filles que leurs copains, ce qui n'est pas, ce qui est intéressant. Les filles vont bien moins voir leurs copains potes et les garçons vont un peu plus voir leurs copains potes. Donc voilà. Mais vous avez quand même ce gros premier bloc qui est la prévention par les pairs, l'information par les pairs et donc de l'importance après d'aller creuser qu'est-ce que, comment et tout ça. Viennent ensuite les personnels éducatifs ou de santé et tous les professionnels de prévention. Dans l'enquête, on n'a pas dissocié qui étaient ces professionnels. Ça ne sert à rien de me demander, mais alors c'est plutôt éducatif ou de santé? Je ne sais pas. On a agrégé la question parce qu'on doit faire des économies de questions aussi, mais aussi parce que pour une partie des jeunes, ce n'était pas évident dans les tests de dissocier est-ce que c'était quelqu'un qui relevait de la santé, de l'éducatif ou du social. Quand ça se passe à l'école, c'était l'école, ok. Mais c'était qui? C'était une dame à l'école. C'était bon. Ok. Et donc pour nous, pour être sûr que la question fonctionne auprès de 10 000 personnes, on a fait plein de tests. Autant vous dire qu'un questionnaire, on met 5 ans à le faire. Donc on a beaucoup testé et que pour nous, c'était plus intéressant de ne pas rater la question et d'avoir la place des professionnels de prévention. Et donc on voit que les professionnels de prévention arrivent juste après le groupe de pairs. Et sinon, au moins autant que les potes garçons. Les professionnels de prévention, on va dire ça comme ça, éducatifs ou de santé, ils sont davantage cités par les filles que par les garçons comme étant des sources d'informations sur la sexualité, qui n'est pas sans lien avec la place que prennent les discussions autour de la contraception, autour des menstruations, autour des grossesses non désirées et ainsi de suite, dans les formes d'accompagnement à l'entrée dans l'adolescence, l'entrée dans la puberté, où on va beaucoup avoir ce discours-là auprès des filles, qui vont être plus sensibles aussi à entendre ce discours-là. Et les garçons, ça ne les concerne pas, donc ils vont, on va dire, pas se souvenir qu'il y a eu quelqu'un qui est venu leur parler de tout ça, alors que ça faisait éventuellement partie aussi de la vie de 50% de la population qui les entoure. Donc voilà. Et puis viennent ensuite, alors là j'ai mis un bloc, mais viennent ensuite les ressources, on va dire plutôt fictionnel ou numérique, puisque on va arriver, et nous on s'y attendait pas forcément complètement, la télé, les films, les séries, les documentaires, comme étant des sources d'informations sur la sexualité, davantage citées par les filles que les garçons, les réseaux sociaux, à peu près au même niveau que les séries, les films et les télés. Donc voilà, pour quasiment la moitié des jeunes, c'est aussi des supports d'information, des sources d'informations sur la sexualité. Toujours plus pour les filles que pour les garçons. Et ça, c'est pas pour rien, c'est qu'aussi une grosse partie des séries, des contenus et tout ça, sont davantage tournés autour d'un personnage qui va vivre une relation sexuelle et on va s'intéresser plutôt au personnage féminin. Est-ce qu'il a envie, est-ce qu'il n'a pas envie, est-ce qu'il a peur, est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Ça va être autour de la contraception, est-ce qu'elle en a parlé à ses parents, est-ce qu'elle en parle avec ses copines et ainsi de suite. Il y a les séries ou les documentaires sur l'avortement, pareil, ça concerne davantage a priori les filles, elles se sentent plus concernées. Donc voilà, c'est tout ça qu'elles vont nous raconter après dans les entretiens qu'on a pu faire et qu'on peut faire encore en ce moment sur d'autres enquêtes, qui vont faire qu'on va voir arriver les séries, les films et les télés. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on observe, c'est que si, il y a une dizaine d'années, les producteurs
essentiellement de contenu en matière d'information sur la sexualité étaient des youtubeurs masculins, souvent déguisés avec des blouses blanches, je ne vais pas en citer, mais voilà, qui faisaient tout un truc de scientifique, qui allait nous expliquer ce que c'était enfin l'intérieur du clitoris. On voit que quand même depuis 6-7 ans, il y a eu un bousculement complètement des producteurs de contenu en ligne sur l'ensemble des réseaux sociaux, avec d'une part une diversification des profils, de l'âge, voilà, du genre et de la sexualité et des sexualités, mais aussi des types de réseaux sociaux. Et donc là, on a vu arriver d'un seul coup les femmes productrices de contenu sur la sexualité, avec les hommes qui se sont retrouvés à produire d'autres formes de contenu en ligne, mais beaucoup moins sur la sexualité. Donc voilà, et donc on voit arriver les réseaux sociaux pour les 18-29 ans comme étant des sources d'information sur la sexualité. On n'a pas, après, dans cette enquête-là, le détail sur quel type de réseaux sociaux, quel type de compte. Ça, c'est des enquêtes qui ont lieu en ce moment. C'est des exploitations secondaires à partir d'entretiens. C'est-à-dire qu'on reprend les numéros de téléphone des gens qui ont participé et on les réinterroge sur une partie des questions. Donc voilà. Mais dans une enquête statistique, on ne peut pas poser toutes les questions. Et puis donc vient enfin la fameuse pornographie pour te répondre, Aurélie. Ça y est. Voilà, je suis désolée, c'était long. Mais donc voilà. Et la pornographie, en fait, elle est une source d'information pour les jeunes sur la sexualité. Mais alors d'abord pour les garçons et après pour les filles. Vraiment avec un écart, et c'est là où on voit l'écart le plus fort entre les déclarations des filles et des garçons, c'est sur la pornographie. Si la pornographie, elle est une source d'information sur la sexualité pour les jeunes garçons, c'est d'abord parce qu'il y a une légitimité pour les garçons à aller regarder des contenus pornographiques au moment de l'entrée dans l'adolescence, au moment de l'entrée dans la puberté, avec les masturbations comme support d'excitation sexuelle. Les filles, bon, même si on parle un peu plus aujourd'hui de masturbation féminine, c'est pas encore au même niveau d'acceptation sociale. Et on va voir qu'elles regardent des contenus pornographiques plutôt au moment des premiers rapports sexuels, au moment de l'entrée en couple, au moment des premières expériences de sexualité à deux, ou en tout cas de relations à deux. Et donc c'est bien loin après les garçons. Les garçons, ils vont aussi décrire la pornographie comme étant une source de sexualité parce qu'il y a moins d'informations sur la sexualité masculine que sur la sexualité féminine de leur point de vue, qui seraient disponibles ou qui seraient mises en scène dans les films, dans les séries, dans les documentaires et ainsi de suite. Donc la pornographie, elle vient être une source d'information. Elle est une source d'information aussi. Alors là, dans le graphique et dans l'enquête, on aurait dû écrire pornographie avec un S, parce que derrière, quand on interroge les usages et quand on fait des entretiens, on se rend compte qu'il y a des contenus pornographiques et des formes de faire de la pornographie. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que les jeunes, les jeunes comme les moins jeunes, il y a des contenus qui sont photos, des contenus qui sont audio, il y a des récits. Alors, je ne vous ferai pas un parallèle avec la dark romance et je vous laisse lire des chapitres de dark romance sur Wattpad, mais ça s'apparente parfois à de la pornographie, parfois à de l'érotisme, qui sont plutôt à destination des filles. Mais voilà, il y a des podcasts, il y a tout un tas de contenus qui ne sont pas sans lien non plus avec les pratiques culturelles. Et on va voir comme ça, typiquement, des liens entre les contenus pornographiques regardés et puis d'autres formes de centres d'intérêt, typiquement autour des jeux vidéo, autour du manga, autour de tout ça. Et je vous donnerai un exemple juste après. Donc voilà, sur la pornographie, elle est une source d'information sur la sexualité. Elle n'est pas exclusive et elle n'est pas la première. Et puis, alors, bon gré, mal gré, vient ensuite la famille. Alors, c'est comme ça. Les parents, quand on les interroge, ils trouvent toujours que c'est leur place qui est la plus légitime pour parler de la sexualité à leurs jeunes. Quand on interroge les jeunes, ils citent souvent leurs parents comme étant... ça devrait être les parents. Et puis quand on leur demande aux uns et aux autres, mais dans les faits, est-ce que ça serait une bonne idée ? Alors les parents ne disent pas forcément « c'est gênant », mais c'est l'équivalent de ce qu'on entend aujourd'hui chez les jeunes, « c'est gênant ». Donc voilà, et du côté des jeunes, ils trouvent ça hyper gênant de pouvoir se dire qu'ils pourraient parler de tout ça avec leurs parents. Malgré tout, ce qu'on va voir, et là, je n'ai pas sorti le graphique, mais ce qu'on observe, c'est que parmi les parents, c'est toujours les mères qui sont en charge de la santé et aussi de la sexualité, donc aussi des informations sur la sexualité. Puis viennent les sœurs, qui vont d'abord concerner les filles et beaucoup moins les garçons. On va voir également que dans les adelphies, donc là où il y a des frères et sœurs, dans les adelphies, c'est davantage l'aîné qui va bénéficier de l'information sur la sexualité et donc après, qui va avoir la charge de rediffuser cette information auprès des autres frères et sœurs de la famille. On voit vraiment des écarts entre l'aîné
et les autres enfants de la famille sur qui est-ce qui t'a déjà parlé de la sexualité dans ta famille, est-ce que tu as déjà eu des sources d'informations dans ta famille, donc par ta mère, et donc la mère parle à l'aîné, y compris, alors surtout quand c'est une fille, mais aussi quand c'est un garçon, on voit des écarts. Donc voilà. Et donc vous voyez comment les pères sont bien en deçà d'être des sources d'informations sur la sexualité. Vous avez également, je vous ai mis ce graphique-là parce qu'il me semblait intéressant sur la diversité des sources d'informations. Alors, il est un peu plus barbare et tout ça, mais pour aller un peu vite, vous avez des différences aussi sur l'orientation sexuelle des jeunes et les sources d'informations sur la sexualité, puisqu'on va voir que les jeunes ne s'informent pas de la même manière selon qu'ils sont... on va dire, dans la population majoritaire, hétérosexuelle dans un contexte hétéronormatif, voire hétérosexiste par moment, ou minoritaire. Et donc, typiquement, on va avoir des écarts entre les jeunes qui sont homo ou bi pansexuels et typiquement leur recours à la pornographie. Les jeunes qui sont homo ou bisexuels vont citer davantage la pornographie comme étant une source d'information sur la sexualité que les jeunes hétérosexuels, aussi parce qu'il n'y a pas d'autres formes d'illustration de la sexualité dans les contenus films, documentaires, séries et tout ça, on va dire mainstream qui passe à 20h, excepté un bisou. Mais un bisou, c'est pas que de la sexualité. Donc, ils vont aller aussi chercher des espaces pour avoir des formes de représentation de la sexualité, tout en disant c'est bien des hétéros qu'on fait ce film-là, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà. Quand les jeunes disent ça, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'esprit critique qu'ils ont sur les contenus pornographiques. Hein. C'est pas parce qu'on regarde et qu'on cite la pornographie comme étant une source d'information, pas plus que quand on voit un film ou voilà, pas plus que quand on discute avec des potes, on considère que c'est fiable et qu'il n'y a pas l'esprit critique qui se met en route, mais plutôt que c'est vraiment, ça fait partie des sources d'information. Donc voilà, je trouvais que ce graphique-là, il permettait de nuancer aussi un peu en fonction des situations dans lesquelles se retrouvent les jeunes. On va passer ça. Là, je vous ai mis un exemple parce que, en fait, dans l'enquête qu'on a faite avec Arthur sur les usages sexuels d'Internet, on retrouve quand même pas mal le continuum entre les pratiques culturelles et les manières de trouver des ressources sur la sexualité. Et donc, typiquement, on a pas mal de jeunes qui étaient déjà à fond de manga et qui, au fil de l'adolescence, vont découvrir les hentai. Donc, qui sont des mangas classés pornographiques, hein, qui sont plutôt normalement en haut des étagères de mangas ou des mangas pour adultes et tout ça. Alors, c'est des mangas pour adultes, mais avec des scénarios pour ados, hein, clairement. Voilà, ils sont dans une cité universitaire, waouh. Et puis, donc voilà. Dans les hentai, ce qui est intéressant et qu'on n'a pas forcément dans d'autres types de bandes dessinées, et c'est c'est l'exemple que j'ai mis là, c'est que régulièrement, alors de manière assez surprenante, ils ont des encadrés statistiques. Avec à quel âge il y a l'âge au premier rapport. Alors des jeunes japonais, c'est pas précisé que c'est des statistiques japonaises, mais c'est pas grave. Et donc ce n'est pas une inquiétude si tu n'as pas eu ton premier rapport. Ou là typiquement c'est un des personnages qui a une pratique de masturbation, c'est une fille, et il y a un encart sur comment faire pour avoir du plaisir toute seule. Voilà, donc la technique est avec les doigts pour un petit plaisir en solo, et donc il y a tout un descriptif de comment faire avec une représentation de conseils, avec une source qui est citée. On n'a pas d'équivalent globalement dans le reste de la littérature BD, puisque même dans les BD érotiques, on va dire, on n'a pas d'explicitation ou de forme de vignettes qui peuvent servir. Et donc c'est aussi en ça que les mangas servent à être des sources d'information sur la sexualité. C'est aussi comme ça qu'on voit la porosité entre après les contenus pornographiques avec des animés et puis les passions ou les centres d'intérêt des jeunes. On va avoir la même chose sur des jeunes qui vont aller sur des forums de jeux vidéo et puis, ou des plateformes Discord et puis qui vont glisser progressivement vers des formes de centres d'intérêt avec des porns, avec des héros de jeux vidéo par exemple, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que de toute façon, la pornographie, c'est pas un monde à part de ce qu'on a ou de centres d'intérêt qu'on a. C'est aussi un continuum de pratiques culturelles et d'environnement social dans lesquels on va se situer. Et puis enfin, peut-être pour terminer sur la pornographie, mais je pense que c'est important d'insister dessus, ce qu'on observe, c'est que les jeunes qui vont baigner dans un univers culturel et dans un univers social qui est plutôt égalitaire, ça sera plus facile pour eux de mettre à distance les contenus pornographiques inégalitaires ou violents, même si pour autant ils peuvent avoir un intérêt
et trouver des formes d'excitation à regarder de la violence. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pratiquer cette violence-là. Ils sont souvent très interrogés sur leur intérêt ou leur forme d'excitation face à la violence. Il y a un podcast en ce moment de Charlotte Bien-Aimée sur les violences, justement, et sur pourquoi on est attiré sexuellement par des récits de violence, même si on n'a pas envie de subir ça. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la dark romance, notamment. C'est toutes ces scènes de violence qui sont excitantes et en même temps qu'on n'a pas envie de vivre, et donc qu'on observe, qu'on lit, qu'on écoute, ou qu'on regarde par médias interposés. Et de l'autre côté, pour les jeunes qui sont dans des univers plus inégalitaires du point de vue du genre, on va voir qu'ils ont plus de difficultés, elles ont plus de difficultés à remettre en question, puisque ça va venir conforter par ailleurs tout ce qu'ils ou elles peuvent observer dans leur quotidien. Donc la pornographie, en ça, elle n'est pas productrice d'inégalité, elle vient conforter des situations d'inégalité et de violence. Elle n'est pas isolée des formes de contenu culturel sexiste, ça serait trop simple et ça serait trop facile. Elle vient aussi s'ajouter à l'ensemble des contenus culturels sexistes qui peuvent exister. Malgré tout, sur les sources d'informations sur la sexualité, un élément me semblait vraiment important sur lequel je voulais terminer, c'était que quand on a réanalysé les données pour sortir le 4 pages qui est à la sortie, on se rend compte que ce qui est important, c'est d'avoir une multiplication de sources d'informations sur la sexualité. Le fait d'en avoir une seule, ça ne suffit pas. Le fait d'en avoir 2 ou 3, ça ne suffit pas. En fait, ça ne suffit pas dans le sens où c'est les jeunes qui vont citer 4 sources ou plus d'informations différentes sur la sexualité qui auront le plus de facilité à parler avec leurs partenaires de contraception, de préservatifs et d'IST. Tandis que les jeunes qui vont citer moins de 3 sources d'informations sur la sexualité, ils vont avoir plus de difficultés à parler de tout ça avec leurs partenaires. Et donc, c'est bien la multiplicité des sources d'informations qui va participer à légitimer la sexualité des jeunes et qui va permettre derrière de pouvoir se questionner, s'interroger, chercher des informations pour soi, pour l'autre, pour des potes, et qui va permettre aussi de discuter avec son ou sa partenaire. Enfin, ce qu'on observe dans l'enquête Envie auprès des 18-29 ans, c'est que finalement, la diversité et la multiplication des sources d'informations sur la sexualité, elle est située socialement. C'est les jeunes qui grandissent dans les familles les plus favorisées qui, par ailleurs, citent le plus de sources d'informations différentes, donc ils sont les plus dotés aussi pour parler avec leurs partenaires, non sans lien avec l'orientation scolaire, et donc la mise en place, malgré tout, de l'éducation à la sexualité qui date de 2001 et donc desquels tous les jeunes qu'on a rencontrés sont concernés, mais ne sont pas du tout concernés par le programme qui est sorti cette année. Et donc on va voir qu'entre les familles à dominante cadre, les jeunes issus de familles à dominante cadre et les jeunes issus de familles à dominante ouvrière, on va voir des écarts importants. On va voir aussi des écarts importants en fonction de si c'est avec un partenaire de couple ou dans une relation suivie. Alors typiquement, on parle quand même dans tous les milieux sociaux davantage avec son partenaire de couple qu'avec son partenaire de relation suivie. Mais en tout cas, tous les chiffres nous invitent à penser que c'est la multiplication des sources, la multiplication des ressources sur la sexualité, qu'il n'y a pas de concurrence, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'il y a tel dispositif, il ne faut pas monter tel autre. Si, parce qu'il y a tel dispositif, il faut en monter un autre. Parce que l'école s'en empare, il faut que la vie associative s'en empare, il faut que la vie sportive s'en empare. Il faut que, si on s'en empare tous et toutes, finalement, avec chacun son domaine de métier, finalement, ça permet de mieux discuter avec ses partenaires de santé sexuelle et de sexualité. Donc voilà un petit peu ce que je pensais vous dire à présent. Et puis peut-être pour terminer sur les enjeux autour de l'éducation à la sexualité, et je m'arrêterai là aujourd'hui, c'est que, contrairement aux idées reçues, l'état de la littérature scientifique aujourd'hui montre l'importance d'une éducation à la sexualité, y compris en milieu scolaire, mais pas seulement. Et la littérature internationale est très claire là-dessus. On voit des effets de l'éducation à la sexualité sur les comportements et sur les représentations qui vont perdurer finalement tout au long de la vie, qui vont avec une meilleure reconnaissance sociale de la sexualité des jeunes, qui va derrière avec une augmentation des protections des rapports et de l'usage de la contraception, des jeunes qui sont plus enclins à retarder le début de la vie sexuelle, contrairement aux idées reçues. C'est pas parce qu'on parle de sexualité que ça déclencherait des envies, ça se saurait, ou sinon on saurait comment faire. C'est pareil, c'est pas parce qu'on parle de la drogue qu'on déclenche des envies de consommer, sinon pareil, on saurait comment faire pour que les gens ne consomment pas.
L'éducation à la sexualité, ça permet aussi une meilleure dénonciation des violences sexuelles subies et une plus grande inacceptation sociale des violences sexistes et sexuelles. Donc plus on va faire de l'éducation à la sexualité, plus on va se rendre compte que socialement, c'est considéré comme inacceptable. Donc voilà. Et une plus grande acceptation sociale des orientations sexuelles et des identités de genre minoritaires. Donc voilà. Ça n'a pas d'effet bénéfique sur... les programmes qui vont préconiser l'abstinence n'ont pas d'effets bénéfiques sur la sexualité. Au contraire, ils vont plutôt avoir tendance à ne pas permettre des pratiques de protection ou de la mise en place d'une contraception optimale parce que pas de discussion, donc pas de légitimité autour de la sexualité. Les programmes qui tiennent compte de la question du genre sont substantiellement plus efficaces que ceux qui ne tiennent pas compte de la question du genre. Et puis enfin, l'impact de l'éducation à la sexualité il est maximal quand les programmes sont dispensés à l'école, tout au long de l'école, donc de la maternelle jusqu'à la fin, en forme de continuum, de manière à ce que ça soit progressif, que l'école soit aussi un lieu, on va dire, considéré comme légitime par les jeunes pour s'emparer de la sexualité, mais qui soit complété par l'implication de l'ensemble des adultes, de l'ensemble des institutions par lesquelles les jeunes vont passer. Donc voilà un petit peu ce qu'était aussi l'état de la littérature sur l'éducation à la sexualité. Voilà, voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je vous ai mis quelques ressources récentes là, sur la sexualité. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Merci beaucoup Yael. Merci beaucoup d'avoir cassé ma représentation. Voilà, moi qui pensais vraiment que la première source d'information des jeunes, c'était la pornographie. Eh ben non, finalement. Et je pense que ça a dû en bousculer aussi chez certaines d'entre vous. Je voulais aussi dire que le département s'est engagé aussi... en faveur de l'Evras de la sexualité des jeunes, en créant l'espace tête-à-tête, l'espace de prévention il y a déjà quelques années, puisqu'on va bientôt fêter les 20 ans de cet espace qui est ouvert, qui est libre, où les jeunes, à partir de 13 ans, peuvent venir discuter de sexualité de façon libre. Voilà, on va passer au temps d'échange. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions ? Les personnes qui n'ont pas pu venir puissent bénéficier de la captation vidéo. C'est bien si on continue avec les micros. Oui, je pense, oui, absolument, absolument. Il y avait une question là, puis après. Je veux bien que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Ok. Bonjour, c'est Véronique Simoneau, sage-femme sexologue en Seine-Saint-Denis, en libéral. Merci pour votre présentation, très claire, très riche. J'avais une question. Est-ce que vous avez pu déterminer dans quelle source les jeunes avaient le plus confiance ? À quelle source ils accordaient le plus de crédit ? Alors dans l'enquête Envie, on peut pas avoir cette réponse-là, mais dans d'autres enquêtes, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'ils vont avoir surtout confiance dans leurs potes, et c'est d'abord par les potes, quand ça recoupe avec ce qu'ils ont pu lire ou ce qu'elles ont pu lire par ailleurs. Donc voilà, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une volonté de trier les informations qui est partagée par tous les jeunes, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit leur orientation scolaire et tout ça. Ils veulent tous trier l'information qu'ils voient sur leur téléphone. Et donc le message est bien passé en éducation à l'informatique et à Internet. Par contre, on voit que les dispositions sociales de ce tri d'informations sont très inégalement réparties et très socialement situées. C'est-à-dire que c'est les jeunes dont les parents utilisent déjà beaucoup Internet pour aller chercher des informations sur tout et n'importe quoi, hein, mais utilisent déjà beaucoup le téléphone ou Internet. Les enfants qui ont été plus souvent en enseignement général, les enfants des milieux les plus favorisés, qui vont avoir les meilleures dispositions pour aller chercher et trier les informations. Les autres vont s'arrêter davantage à la première page et aux 3 premières requêtes qui sont proposées. Donc avec l'effet maintenant des algorithmes, ils vont aussi plus souvent tomber sur des choses sur lesquelles ils sont ou elles sont attendus et pas sur les ressources qu'ils cherchent. Ils vont chercher à trier les informations, mais après, il y a des sites qui sont suffisamment bien faits pour que ça soit compliqué de lire entre les lignes quand on n'a pas tous les codes politiques qui se jouent derrière.
Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire, ils ont d'abord confiance dans leurs potes. Ils vont aller chercher aussi, ils ont des contenus de référence, même si là, moi je fais une enquête sur les 15-20 ans, ils ont tendance à suivre de moins en moins de gens, ils sont plus abonnés à des pages, mais ils filent sur les pour toi en fait, et ils laissent faire l'algorithme. Donc cette histoire de la source, ben, en fait, elle va être aussi sur la confiance de la personne, l'assurance de la personne qui va produire le contenu, sur la manière dont elle se positionne, mais comment on sait si c'est vraiment, cette personne-là, elle est vraiment médecin ou pas médecin, et ainsi de suite. Donc ils vont avoir tout un tas de tri. Alors je me rappelle avant, dans l'enquête Sexy notamment, il disait si c'est quelqu'un qui parle longtemps ou si c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, c'est forcément un médecin, parce qu'il n'y a que des médecins qui parlent trop et qui écrivent beaucoup. Voilà, donc ça ne peut pas être un jeune. Bon, voilà. Après, il y avait l'histoire de est-ce que c'est quelqu'un qui fait des fautes ou qui ne fait pas de fautes. Sauf que cette question des fautes, elle est très subjective. Donc voilà. Mais si c'est écrit en SMS, ils se disent que c'est plutôt un jeune. Donc typiquement, les campagnes de prévention écrites en SMS, ça ne marche pas. Parce que du coup, ça peut pas être vraiment sérieux. Mais malgré tout, il y a quand même... Enfin, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a cette volonté de trier les informations, de recouper les informations. Mais on voit que c'est d'abord auprès de leurs potes qui vont avoir le plus d'informations, excepté pour les jeunes qui sont dans les situations de minorité de genre et minorité sexuelle, qui vont davantage, eux et elles, avoir des ressources numériques dans des situations où c'est pas forcément évident de s'exposer ou de se questionner. Et donc, ils vont aussi utiliser Internet pour pouvoir se questionner et arriver plus facilement sur des plateformes communautaires où il va y avoir d'autres types de ressources. Et donc, un vocabulaire qui va être approprié et qui va être... dont finalement, enfin voilà, le fait d'avoir un peu quelques mots de vocabulaire va les amener à des sites plutôt communautaires de ressources qui ne sont pas sur les sites généralistes forcément. Bonjour, désolée, j'ai plus de voix. Arsène de Consentis, donc une asso qui lutte contre les violences sexuelles. Et justement, j'avais une question sur les violences sexuelles et l'augmentation des violences sexuelles. Est-ce que elle peut en partie être expliquée par le fait que les personnes sont plus au courant de qu'est-ce qu'une violence et comment elle se manifeste. Voilà, c'est ça ma question. C'est ça la réponse. Ouais, alors ce qu'on observe, c'est que ce qu'on entendait comme violence il y a 30 ans dans les enquêtes était plus restrictif du point de vue des personnes que ce qu'on va mettre aujourd'hui dans violence, mais ce qui va avec une acceptation sociale plus forte de l'ensemble des violences sexuelles et sexistes. Il y a aussi une meilleure connaissance et une meilleure légitimité à dénoncer les violences, y compris dans les enquêtes qu'on voit depuis les années 2000. Hein. C'est pas du tout un effet MeToo, c'est quelque chose qui datait déjà d'avant MeToo. Et MeToo, d'ailleurs, ça a pu avoir lieu parce qu'il y avait déjà toute cette base qui était déjà existante. Sans toute la base préexistante, MeToo, ça n'aurait pas pu prendre aussi fort et durer aussi longtemps et durer encore actuellement. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Zélie et je suis animatrice à l'association de prévention du site de la Villette. Et je voulais poser une question, mais peut-être qui concerne les plus jeunes que les 18-29 ans et plus récente aussi, c'est par rapport à ChatGPT, justement, par rapport au questionnement vie affective et relationnelle des jeunes qui se confient beaucoup à ChatGPT parce que, est-ce que vous avez des données sur ça ou pas du tout ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a pas mal de recherches en cours sur ChatGPT, pas que chez les jeunes. Autant vous dire que le nombre de gens d'adultes qui demandent à ChatGPT ou à n'importe quelle IA comment je m'habille ce matin, est-ce que je dois divorcer et comment j'organise la séparation de mon couple, c'est partagé à tous les âges. Comment je vais ce matin et est-ce que c'est normal que j'ai des idées noires, c'est pareil. Comment dire à mon boss, voilà, c'est quelque chose qui est utilisé par les jeunes et on a tendance à se focusser sur les jeunes et notamment sur les ados, mais honnêtement chez les adultes c'est exactement pareil. J'ai pas de données ni statistiques ni de terrain puisqu'on est plusieurs à faire des enquêtes là-dessus, mais il n'y a pas encore les résultats. Enfin moi à ma connaissance il n'y a pas encore de résultats suffisamment solides pour que je vous les donne, mais c'est des vraies questions qui se posent, alors à la fois du côté de la santé publique de manière générale. ChatGPT, comme d'autres, sont des IA américaines, donc aussi avec une forme de lecture, d'accompagnement ou de réponse qui sont américano-centrées, on va le dire comme ça.
qui pose des questions aussi sur les ressources qui sont mises en avant, sur la manière de présenter les choses, des mots qui sont utilisés et la manière après dont les jeunes mobilisent les IA, à la fois pour un contrôle de maths et pour dire qu'ils en ont marre, ou pour trouver des informations sur la sexualité ou sur les positions sexuelles. Donc voilà. Mais il y a dans de plus en plus d'établissements des formes d'apprentissage à l'usage de ChatGPT avec les enseignants qui apprennent en même temps que les ados. Hein. Clairement, là, tout le monde apprend en même temps. Donc voilà, ce qu'il faut, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut l'utiliser pour aller voir. Et il faut utiliser avec les jeunes, en disant, OK, vas-y, viens, on regarde qu'est-ce qu'ils nous proposent dans cette situation-là et qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que t'en penses, quoi. Mais du côté des enquêtes sur la sexualité, c'est trop frais encore. Pour qu'on l'ait introduit dans Envie, c'était trop tôt. Merci beaucoup. D'autres réactions, d'autres questions? Vous avez faim? En tout cas, je peux envoyer, j'imagine que vous avez envoyé vos mails à la MMPCR pour être là. Je peux laisser les slides et du coup, vous pouvez récupérer les graphiques sans problème, parce que j'ai vu des photos et tout ça. Ça sera mieux de les avoir en vrai. Ils sont tous dans le bouquin, il n'y en a pas, voilà. Il n'y a pas de nouveaux graphiques là, justement, parce que comme ça, vous pouvez les retrouver avec les analyses dans le bouquin en version, on va dire, plus longue. Et tu me devançais ce que j'allais dire. Donc on vous enverra par mail le PowerPoint de Yael. Bien, merci beaucoup Yael pour cette présentation. Merci à vous de vous être déplacés. Si vous ne l'avez pas encore fait, le 4 pages sur les sources d'information en sexualité des jeunes est disponible à l'entrée, là où vous avez margé. Voilà, vous pouvez en prendre un exemplaire en même temps que votre sachet sandwich. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et bon appétit. Au revoir.